j'ai eu 3 vies en fait. Et donc, dans ma première vie, j'ai d'abord été forestier. Non, c'était pas ça. C'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé. Je vais laisser tomber le diaporama. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Voilà. C'est ça. Donc j'étais forestier parce que j'avais très jeune des convictions écologiques et j'étais très inquiet par rapport à ce qui allait se passer. Et puis, donc j'ai vraiment appris à découvrir les écosystèmes. Et les forestiers, c'est des gens intéressants parce qu'en fait, moi je pense que quand c'est bien fait, les forestiers ne font pas tout ça, mais en fait, c'est les premiers qui ont inventé un petit peu l'économie durable, puisque quand on gère une forêt, on travaille, par exemple, si on travaille sur du chênaie, on travaille sur 120 ans. Et on imagine ce que va devenir la forêt pendant 120 ans. Et donc, on essaye de ne consommer chaque année que exactement ce que va faire la forêt dans l'année en termes de production. Donc, ne me cherchez pas sur la photo parce que je n'ai pas trouvé de photo où j'étais assez beau pour vous mettre ça. Alors ensuite, j'ai eu une deuxième vie parce que j'ai eu une révélation. En fait, j'ai découvert d'une part la pédagogie. Donc, je suis passionné par la pédagogie. Et j'ai enseigné à des bûcherons et ça m'a tellement plu que j'ai basculé dans le monde de l'éducation nationale. Et j'ai découvert aussi les quartiers nord de Marseille. Et je me suis investi pendant 25 ans auprès des populations de ces quartiers. Et puis, finalement, je suis devenu chef d'établissement. Et quand je suis devenu chef d'établissement, j'ai découvert le fait de porter des politiques publiques. Et ma conviction, j'en parlais tout à l'heure dans le groupe, c'est que je suis convaincu que les politiques publiques peuvent apporter quelque chose, à condition bien sûr qu'on change les choses de l'intérieur. Je me vis comme un cheval de Troie à l'intérieur d'un système très complexe et d'essayer de le changer de l'intérieur. Et ma conviction, du coup, c'est qu'il faut trouver des politiques publiques si on veut changer les choses, parce que bien évidemment, on est convaincus, nous, qu'il faut changer les choses, mais est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour changer les choses ? On n'est pas 200 ou 300 aujourd'hui, on est à peu près 80, et il va falloir qu'on arrive à ce que tout le monde change si on veut arriver à s'en sortir. Donc il faut qu'on invente des politiques publiques pour changer. Et donc la question que je voulais poser avec vous, c'est justement quelle démarche on peut trouver. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors bien sûr, on va tout de suite éliminer le fait que est-ce qu'il y a une volonté politique de changer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de politiques qui n'ont aucune volonté par rapport à ça. Certains l'ont, mais surtout ils ne savent pas comment faire. Je suis convaincu que les politiques ne savent pas comment ils peuvent faire, même si ils ont la conviction qu'il faut changer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, est-ce qu'on peut imposer des politiques ? Je pense que dans un monde de liberté où le droit est très très important, c'est très difficile. Dans un monde aussi où les lobbies sont très importants, on aura beaucoup de mal à trouver des solutions où on va par la loi, par la réglementation changer les choses. Bien sûr, c'est nécessaire, mais ça ne suffira pas pour changer. On peut faire des campagnes d'information pour changer les mentalités, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Et moi, ma solution pour moi, c'est celle-là, c'est la fiscalité. Je suis convaincu que c'est la fiscalité. Alors je vous ai mis une image, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, cette chanson des Inconnus, sur l'horreur fiscale, parce que tout de suite vous vous dites, mais il est taré ce type, parce qu'il pense que c'est par le fisc qu'on va régler le problème. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, et de vous montrer peut-être, c'est que essayer de vous démontrer qu'en fait, la fiscalité environnementale peut être une solution pour essayer de faire changer globalement les choses, et on peut inventer des politiques publiques qui peuvent être intéressantes. Alors déjà, il faut que j'arrive à vous convaincre que la fiscalité peut être une bonne chose. C'est déjà pas forcément évident. Et pour ça, comme je vais repartir de mon ancienne casquette d'historien, parce que j'étais prof d'histoire géo, et pour vous parler un petit peu de ça. Alors je vais prendre un premier exemple. Je vais remonter très loin. Je vais remonter au XVe siècle. On est au moment de la guerre de 100 ans. À la fin de la guerre de 100 ans. Donc on a eu déjà plus d'un siècle de guerre. Le pays, bien sûr, est exsangue. Et puis surtout, les rois de France qui ont fait la guerre pendant plus de 100 ans, ils n'ont plus de fric du tout. Et puis quand ils vont voir les banquiers pour pouvoir se payer une nouvelle armée, les banquiers, au bout de 100 ans de défaite, ils sont plus trop d'accord, quoi. Donc le roi de France, il invente quelque chose. Donc c'est le roi Charles VII, on est en 1445. Il a une idée en fait, et il invente un truc qui n'est pas très sympathique, parce que ça va vous rappeler la Révolution française, c'est la taille. La taille, c'est une innovation fiscale formidable. Parce que, si vous voulez, comme il n'arrive pas à trouver de l'argent simplement comme ça, il va dire à tous les personnes les plus riches de chaque paroisse, c'est vous qui êtes responsable de la fiscalité. C'est vous qui devez me ramener de l'argent. Alors, on est très loin de ce qu'on vit aujourd'hui, mais si vous voulez, pour l'époque, c'est révolutionnaire dans un système où, bien sûr, les transports sont très lents. Ça va lui permettre de reconstituer un capital qui va lui permettre d'acheter une armée de mercenaires et donc, de cette manière-là, arriver à s'en sortir. Donc première innovation, et là vous voyez déjà que ça a permis de régler la guerre de 100 ans, ça a permis d'arrêter les grandes compagnies qui ont violé et tué beaucoup de gens, et donc vous voyez que la fiscalité peut être parfois quelque chose d'utile.
Deuxième exemple, un monsieur que vous avez devant vous qui s'appelle Maurice Lauré. C'est le Français qui, au XXe siècle, de mon point de vue, a eu le plus d'influence dans le monde. Le Français qui a eu le plus d'influence dans le monde. Vous le connaissez? Non. Il a eu plus d'influence que le général de Gaulle, je vous promets, parce qu'il a eu une invention qui est vraiment très importante. Il a inventé la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas forcément très agréable non plus, mais il faut aussi comprendre le contexte de la TVA. On est en 1954, après-guerre, au moment où le début des 30 Glorieuses, au moment où on est en train de développer l'économie, on est en train de passer d'une économie, alors certes une économie et une société peut-être qui aujourd'hui on est très critique sur cette société-là, mais qui à l'époque paraissait comme un progrès, puisque la société de consommation qui avait été réservée avant-guerre plutôt aux riches, elle est en train de se démocratiser. Donc, il faut payer plein de choses, et la TVA permet avec un système assez facile, puisqu'on va taxer le consommateur final, et ça remontera dans la chaîne ensuite, mais les acteurs se débrouilleront entre eux, finalement, de sortir des ressources dont on a besoin pour développer des services au service des populations. Donc ça permet de payer les routes, l'art, tout ce qui est culturel, l'école, hein, c'est le développement de la démocratisation de l'école à ce moment-là, la santé, etc., etc. Donc vous êtes devant quelque chose qui en fait est très important aujourd'hui, à tel point que cette invention du français a été développée dans pratiquement aujourd'hui tous les pays développés. La TVA a été adoptée par tout le monde parce qu'elle a un bon système. Aujourd'hui, la TVA, c'est plus de la moitié de l'impôt sur le revenu. Alors même si ce n'est pas forcément l'impôt le plus égalitaire, en tout cas, il est l'impôt qui a permis de se rapprocher de ce que vous voulez. Alors j'en reste là parce que l'important, c'est que j'essaie de vous faire comprendre que la fiscalité peut être utile. Maintenant, on va voir des fiscalités pour essayer de trouver, parce que bien évidemment, c'est vers ça qu'on cherche, nous. Hein. On cherche à trouver des systèmes fiscaux qui vont être intéressants par rapport à ce qu'on veut faire au niveau des transitions écologiques et économiques. Alors là, on va s'en rapprocher un peu et je vais vous parler du bonus-malus. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a été inventé en 2007. Et en fait, je vous rappelle rapidement l'histoire, quand on a une voiture neuve qui a des émissions faibles, eh bien, on a droit à un bonus quand on l'achète, et quand au contraire c'est un gros 4x4, on a un malus et c'est censé s'équilibrer. En réalité, ça ne s'équilibre pas, ça coûte de l'argent. Mais en tout cas, le système est intéressant et c'est vraiment un impôt tout à fait nouveau. Deuxième impôt original, c'est l'avance sur recette au cinéma, qui est un système que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% du billet quand vous allez au cinéma, 10% en fait qui est reversé au Centre national du cinéma et qui permettent de financer donc de nouveaux films. C'est un système français qui a permis de sauver d'ailleurs le cinéma français. C'est pour ça que c'est le seul cinéma qui arrive vraiment à concurrencer le cinéma américain grâce à ce système-là. Donc si vous voulez, quel est l'intérêt de ces deux systèmes? Le premier, c'est qu'on fait une distinction éthique dans le bonus-malus. C'est-à-dire qu'on va séparer des situations où on va apporter un bonus à quelque chose qui est bien, et on va au contraire essayer de compenser ce qui est mal en essayant de le plomber un petit peu. Deuxième intérêt de ces deux systèmes, c'est l'idée de ce que j'appelle la communauté d'intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on va arrêter de sortir de quelque chose où on fiscalise, où on fait payer, mais on essaie que ce qu'on fait payer va servir aux gens qui sont concernés. Si vous êtes passionné par le cinéma, vous trouvez tout à fait normal de donner un petit peu d'argent qui va permettre ensuite de voir de nouveaux films. Donc la communauté des gens qui font du cinéma, ils s'y retrouvent parce que ça va permettre d'aller voir de nouveaux films. Troisième idée intéressante, c'est on est sur un processus de réinvestissement qui va nous permettre d'avancer. Alors vous allez me dire, mais on est où dans l'écologie? Moi, si vous voulez, tout ça, ça m'a amené à essayer d'imaginer un système que j'ai appelé les contributions incitatives, la méthode des contributions incitatives, où en fait, pour un problème donné écologique, on va prélever une taxe quand les gens ont des comportements négatifs pour essayer que cet argent soit réinvesti pour justement permettre de développer d'autres comportements. Donc, plusieurs idées autour de ça. La première, c'est qu'on va faire des micro-taxes autour d'une communauté d'intérêt. Les agriculteurs entre eux, les conducteurs de voitures entre eux, les gens qui se déplacent entre eux, etc. Et on participera, nous tous, chacun à des communautés d'intérêt différentes. Et à chaque fois, il y aura des micro-contributions qui seront réinvesties auprès des mêmes populations pour qu'ils puissent investir pour changer leur comportement et donc créer des transitions. Deuxième idée, hein, donc effectivement, l'idée d'avoir des contributions qui vont être réinvesties dans cette catégorie-là.
Troisième idée, donc le fait qu'on ne va pas inventer de nouvelles taxes, mais qu'on va simplement adosser ces mécanismes à des outils fiscaux qui existent, de manière à ne pas créer des usines à gaz. Et puis, quatrième idée, des mécanismes internes de régulation de l'offre et la demande. C'est-à-dire, là je vais très vite, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on investit uniquement, si vous voulez, de telle manière qu'il y ait une régulation, c'est-à-dire que l'argent qui est donné, si l'année d'après, il y a moins de personnes qui sont intéressées, ils toucheront plus d'argent. Je n'ai pas trop le temps de développer ça, parce que je voudrais passer un petit peu à un exemple concret, autrement vous allez dire que c'est un peu fumeux. Je vais prendre l'exemple de la biodiversité, en particulier celle des sols. La biodiversité dans les sols, elle est intéressante parce que finalement, c'est un niveau très, c'est partout, c'est vraiment la biodiversité de base. Elle n'est pas forcément visible, mais elle est très, très importante. Il y a différents types de sols, et on sait qu'il y a des sols alors à roche égale. Vous avez des sols qui sont très riches parce qu'il y a beaucoup de biodiversité à l'intérieur. En termes d'animaux, on peut le mesurer. Le nombre de kilos de carbone présents dans le sol, c'est un indicateur. Le nombre de kilos de lombric présents dans le sol, c'est un autre indicateur, etc. On a plusieurs éléments qui peuvent nous amener finalement à classifier les différents types de sols par rapport à la capacité qu'en ont les hommes à en faire un outil vraiment d'une grande richesse. On sait très bien qu'on peut vraiment appauvrir les sols, et c'est l'action humaine qui va appauvrir les sols. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Eh bien, on pourrait imaginer qu'on va classer les sols comme on classe les logements, en disant, ben voilà, il y a différents types de sols par rapport à l'action qu'en ont fait l'homme. Est-ce qu'effectivement, on a labouré le sol de manière profonde, on a détruit la biodiversité, on a installé des produits chimiques dedans, ou au contraire, est-ce que la personne a fait des efforts pour essayer d'en faire une terre riche, et ça prend du temps pour le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Donc moi j'ai imaginé, alors je vous ai fait un schéma qui vaut ce qu'il vaut, et puis il y aura des grandes discussions à faire avec des pédologues et des spécialistes de la biodiversité des sols pour savoir ce qu'on mettrait exactement dans ces différentes catégories, entre des sols très riches, profonds, d'une grande richesse de biodiversité avec beaucoup de carbone, d'un complexe argilo-humique intéressant, et puis au contraire des sols d'une très grande pauvreté, parce que l'action humaine en a fait ça. Comment on pourrait ensuite utiliser cette classification par rapport à la fiscalité? Eh bien, on pourrait avoir le principe d'abord d'une publicité en cas de vente, c'est-à-dire que quand on veut vendre son terrain, on est obligé, comme pour un diagnostic thermique dans une maison, d'avoir une publication de l'état du sol. Il y a par exemple 6 catégories, là j'en ai fait 5 plutôt. Est-ce que votre sol, il est 1, 2, 3, 4, 5, et on aurait sur le panneau de vente. Voilà. Donc, deuxième possibilité, c'est qu'en allant plus loin, les droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, en fait, ils seraient modulés en fonction de la catégorie. On aurait par exemple, on serait au milieu, on payerait à peu près les droits de mutation d'aujourd'hui, mais si le sol était très pauvre, très appauvri plutôt, eh bien, les droits de mutation seraient plus élevés. Et au contraire, si on a fait l'effort d'avoir un sol qui soit riche, eh bien, on paierait des droits de mutation qui seraient plus faibles. Troisième possibilité, on pourrait avoir une modulation des taxes foncières, cette fois dans ce qu'on paye chaque année. On pourrait imaginer qu'on module les taxes foncières selon la qualité du sol et donc la capacité de la personne à essayer, du propriétaire, à essayer d'en faire un sol riche. Et puis, dernier élément, on pourrait imaginer que les contributeurs qui font des efforts avec une partie de cet argent, eh bien, ils se retrouvent financés dans leurs actions. Par exemple, s'ils veulent changer leur sol, par exemple, on sait qu'en agriculture biologique, quand on veut passer d'une agriculture industrielle à une agriculture biologique, il faut du temps, il faut de l'argent. Donc, on pourrait, avec cet argent, financer le changement de sol. Voilà, j'en ai fini, je crois que j'ai dépassé mon temps. Non, donc je ne sais pas. Donc je voulais simplement dire que donc vous dire que dans mon bouquin, j'ai imaginé plein de contributions incitatives dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines des déchets, et que voilà, c'est un petit peu le cœur de ma réflexion et de mon travail. Voilà, et on en reparlera. Bertrand, il a raison. Il fait de la pub pour notre atelier, puisque demain, on anime un atelier qui va porter sur ces questions-là. Voilà. Je vous remercie.